Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis Thomas Narcante de Xstep, qui est une société de conseil en gestion d'entreprise. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Quentin Bonjour. de Xiadé, qui est un des partenaires de Xstep. Et lui, il est spécialisé dans les sites internet. Et comme tu disais, Eric, on a voulu créer cet atelier. Pourquoi? Puisque avec les différentes mesures gouvernementales sur le chèque numérique, notamment, différents acteurs se sont engouffrés là-dessus et vous font des offres de sites internet à différents prix. On voit des sites passer à 100 euros, 1 euro, etc. Et donc nous, comme on travaille avec beaucoup d'entreprises qui ont ces problématiques de j'ai besoin de créer un site internet qui soit référencé, qui soit sécurisé RGPD, avec Quentin, on en a beaucoup parlé et on s'est dit qu'il est nécessaire de sensibiliser les entrepreneurs sur comment, ce que cache finalement en fait un site internet. Alors c'est pour ça que vous avez ce superbe visuel d'un iceberg. Donc l'idée qu'on vous propose aujourd'hui, c'est à travers un atelier un peu interactif. Donc on utilisera le chat pour prendre vos questions ou pour vous poser quelques questions. Alors, on va essayer de faire ça de manière assez fun. Et à la fin, on va vous donner une boîte à outils. Sur finalement comment choisir le prestataire qui va vous accompagner pour soit optimiser votre site, soit carrément le créer de zéro. Et donc ça va être, on va vous donner des aides sur déterminer votre besoin, comment déterminer votre besoin, puisque ça va déterminer aussi le coût. Donc voilà. Pour répondre aussi à une question en avance, vous aurez la présentation à la fin. Je sais que souvent on est nombreux à poser cette question, donc on vous le dit tout de suite. On vous enverra à tous la présentation avec des réponses. On remercie également les personnes qui se sont prêtées au jeu de l'audit, donc qui nous ont envoyé leur site web pour faire un audit et on vous montrera les résultats. Alors pas individuels, mais les résultats qui sont une moyenne globale des sites qu'on a pu auditer pour illustrer notre propos. Et puis chaque personne qui s'est soumise entre guillemets à cet audit aura à titre individuel le retour évidemment. On va commencer déjà par présenter le petit agenda. Donc l'atelier, on va commencer déjà par nous présenter. Ensuite, on verra on va vous interroger un petit peu sur les fondamentaux, ce que vous savez d'un site internet. Donc en gros, les premiers mots qui vous viennent à l'esprit. On va vous présenter les résultats des audits, donc la moyenne globale qu'on a pu regarder. On va également demander à quelqu'un, un volontaire, de se prêter au jeu d'un audit en live, donc pour vous montrer quels sont les outils qu'on peut utiliser pour comprendre la performance d'un site web, alors qui sont utilisés par les prestataires en général. Et donc on résumera ce qui se cache derrière votre site web. Et à la fin, on vous donnera une boîte à outils avec les clés. Donc comment définir votre cahier des charges pour pouvoir vous lancer dans cette aventure ou améliorer votre site web. Donc très rapidement, pour se présenter, je te laisse l'honneur de te présenter. Bonjour, moi c'est Quentin Clémic, je suis développeur web et j'ai créé ma société qui s'appelle Xiadé et qui se spécialise en fait dans la création de sites internet en gros et du développement à côté. Et mes spécialités, c'est la responsabilité par l'éco-conception, donc c'est-à-dire de créer un site qui soit respectueux de l'environnement, et par l'accessibilité, donc respectueux des personnes. Ensuite vient le pilier de la performance, par la vitesse du site et le référencement. Et enfin, tout ce qui est sécurité, donc c'est protection du site et la mise en conformité, notamment RGPD. Vaste sujet le RGPD. Donc très rapidement pour me présenter, donc fondateur de Xstep, cofondateur de Xstep, puisque j'ai un associé. On travaille sur 3 piliers. L'économie, donc pour les entreprises, on aide une meilleure gestion financière des entreprises. Donc on audite et on comprend en fait finalement comment la gestion financière est faite dans une entreprise. La deuxième chose, on regarde les processus, c'est-à-dire les méthodes de travail, parce que souvent on est très nombreux à travailler dans une entreprise, pas toujours forcément en lien. Donc l'idée c'est de travailler en transverse. Et enfin les outils. Donc on travaille sur la digitalisation, on travaille avec des partenaires qui permettent d'automatiser certaines tâches qui sont à faible valeur ajoutée. Voilà, donc on apporte ce regard un peu créatif et on s'entoure de personnes qui sont spécialistes dans différents domaines, puisque nos clients nous demandent, notamment sur des sites web ou sur la communication plus largement, des améliorations. Donc quand on audite une entreprise, on est capable d'identifier par exemple qu'on a eu des clients qui nous ont dit « Moi, mon chiffre d'affaires ne se développe pas, j'ai un site web,
c'est un de mes axes principaux de développement, mais il n'est pas optimisé. À la fois sur la sécurité, parce que c'est un critère très important aujourd'hui demandé par Google, hein, malheureusement, mais c'est comme ça. Et puis le référencement naturel. Donc c'est souvent quelque chose qu'on vous vend, le référencement, mais il n'y a pas que ça. Donc ce qu'on vous propose, c'est, on va faire un petit tour de table très rapide, déjà pour prendre un peu la température. Donc vous allez pouvoir utiliser le chat. Et l'idée, c'est, on vous laisse 2 petites minutes, en un mot, simplement nous dire quel est votre état d'esprit du jour. C'est parti, c'est à vous. Optimiste. À fond. Il faut. Occupé. Antoine n'a mis plus d'un mot. Marre de cette crise sanitaire. Du coup, globalement, ça va. Bon, globalement, vous êtes tous dans un bon état d'esprit. Donc ça fait plaisir à entendre. On va pouvoir passer à un bon atelier. Ok, bon, je pense qu'on a pu peut-être avoir les réactions de tout le monde. Donc c'est bien, vous êtes tous très motivés pour cet atelier. Donc c'est bien, ça nous encourage, c'est important pour un atelier. Donc on va passer à la suite. On va toujours utiliser le chat. Et là, l'idée, cette fois, on va petit à petit aller dans le détail pour vous donner des clés. La première question. Du coup, quand on vous dit site internet, à quoi vous pensez? En un mot, bon, allez, une phrase, admettons s'il faut expliquer un petit peu. Ça peut être tout et n'importe quoi. Tarif. La première chose qui vous passe. Ouais, le premier mot. J'ai hâte de savoir. Je pense que c'est bien, on a fait à peu près le tour. Si tout le monde a pu s'exprimer, c'est très bien. Donc c'est bien, ça va nous permettre de faire un petit jeu après sur le classement de ces différents mots. Alors c'est pas toujours évident hein, de pouvoir classer sur des piliers ces différents mots, mais là l'idée c'est qu'avec tout ce que vous nous avez dit, il y a 4 piliers principaux qui existent. Donc là je me tourne vers l'expert. Alors, moi, par ma vision des choses et par ma conception, ce que j'ai fait, c'est que j'ai divisé, on va dire, en 3, parce que je reprends mes 3 piliers. On en a rajouté un 4e qui est plus axé métier, et c'est plutôt votre domaine, en fait. C'est votre domaine d'expertise, et potentiellement, ça peut aller un petit peu plus loin. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de les trier. C'est pour ça que parfois, il y en a qui risquent de se trouver peut-être entre les deux, donc il faudra un peu détailler, voire peut-être essayer de pousser un petit peu plus la réflexion pour savoir où est-ce qu'on peut le placer. Mais comme il y a des choses qui peuvent être liées, à ce moment-là, on les met dans les 2 cases. Et puis, de toute façon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, alors peut-être pas tous les mots, mais peut-être en tout cas ceux qui sont ressortis le plus souvent. Et de toute façon, quand on vous renverra la présentation, on les aura remplis. Ouais. Donc le premier, on a eu Vitrine qui est revenu assez souvent. Il y a eu 3 ou 4 fois, je crois que le site Vitrine est venu. Vitrine et e-commerce éventuellement. Vitrine, e-commerce. Alors ça, on classe où? Moi, je le mettrais dans métier, parce que ça reste quand même quelque chose d'assez, on va dire, vaste. Vaste, et ça concerne l'activité en question. Donc après, ça dépend de votre activité. Je sais qu'il y en a, ils n'ont pas forcément besoin de créer une boutique en ligne, donc ça peut très bien être juste un site vitrine. Donc, je le mettrai là-dedans. Parce que là, on ne rentre pas vraiment dans le concret, en fait, dans le site internet en lui-même, quoi. Là, c'est juste l'aspect un peu stratégique, en fait. C'est la phase immergée de l'iceberg, on va dire. C'est ça. Ensuite, on avait référencement. Alors, le référencement, c'est pour moi dans performance, parce que c'est tout ce qui va jouer sur... Alors, moi, quand je dis performance, c'est pas seulement la vitesse du site, c'est éventuellement les résultats du référencement naturel ou éventuellement l'engagement sur les réseaux sociaux et compagnie. Donc, ça va avec la visibilité. C'est ça. Ok. On avait un mot qui revenait un petit peu, on va dire design et ergonomie, qui allaient un peu ensemble. Ouais, alors design et ergonomie. Alors, ergonomie, je mettrais plutôt dans responsable, mais il y a aussi un peu de performance. En fait, l'ergonomie, ça dépend de comment c'est tourné, mais il y a plusieurs choses. C'est à la fois ce que l'utilisateur va ressentir quand il va naviguer sur le site internet, et éventuellement ce que le prestataire ou vous aurez mis en place sur votre site pour faciliter, on va dire, soit l'accès à l'information, soit directement accès en fait à vos services. Donc, ce qui veut dire qu'un site moins
moins sympa en termes de navigation va peut-être pénaliser derrière l'utilisateur et donc faire sortir du site web. Ça va pénaliser à la fois sur la navigation et sur l'utilisateur, mais aussi sur les performances, parce qu'on peut très bien avoir un site qui est super joli, mais qui est super gourmand et du coup qui met du temps à charger. Et forcément, on le sait tous, quand c'est long, on n'a pas envie d'attendre. Ok. Alors ensuite, il y a eu le mot chronophage et temps de création. C'est un peu la même chose, dans le même jargon. Je sais que ça peut faire peur de faire un site web. Ça peut faire peur, ça peut prendre du temps, surtout quand, en fait, selon chaque prestataire ou selon ses propres moyens, ça peut prendre plusieurs mois à plusieurs années. Ça peut arriver aussi. Je le mettrai dans le métier parce que ça rentre pas dans les autres cases de toute façon. C'est ce qui doit être défini en amont. C'est le temps que vous êtes prêt finalement à investir, vous, sur un site web ou si vous déléguez à 100%, par exemple. Donc forcément, le coût ne sera pas le même si vous participez à sa mise en œuvre, en tout cas, ou si vous déléguez 100% de sa création à un prestataire. Ensuite, on avait codage. En fait, le codage et le développement, c'est plus ou moins la même réflexion, c'est-à-dire que selon ce que vous voulez créer, alors soit vous le faites faire, ça va pas être du tout les mêmes choses. Ça prend du temps aussi, il faut le penser. Parce que le codage, c'est une manière aussi de réflexion sur comment on va mettre en place soit des systèmes, soit des fonctionnalités. Donc, c'est un tout en fait. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a ce qu'on appelle des CMS. Alors ça veut dire quoi, CMS? Alors CMS, on va le revoir un petit peu plus tard, mais c'est un système de gestion de contenu. En fait, c'est un logiciel qui vous permet en gros de déployer et mettre à jour un site internet assez facilement. Après, ça dépend des plateformes, parce qu'il en existe plusieurs, on le verra tout à l'heure. Et du coup, ça aussi, ça peut venir aider, en tout cas, pour ceux qui n'ont pas la patte de développement. Donc concrètement, on peut avoir du WordPress, du Wix ou d'autres CMS, et on peut aussi faire du codage. Mais là, c'est pas forcément le même coût. Alors, attention à pas tout mettre dans le même lot, parce qu'après, il y a des CMS, éventuellement d'autres solutions qui existent, du style Wix et compagnie. Ensuite, on avait sécurité data, les data. La sécurité, hein. C'est dans la sécurité, forcément. Alors, quand on dit sécurité, justement, qu'est-ce que ça veut dire derrière? Parce que ça, c'est un sujet que les prestataires, en tout cas moi, à titre, on va dire, je connais rien, on va dire, en site internet. Qu'est-ce que ça veut dire la sécurité? On nous parle de RGPD. En fait, la sécurité, elle va couvrir plusieurs choses. Il y a à la fois la protection du site en lui-même. Ça peut aller un tout petit peu plus loin dans la protection de l'entreprise ou éventuellement les données que le site stocke. Je pense notamment à des sites marchands qui stockent plus de coordonnées et de données qu'un site lambda. Et on a aussi la partie, on va dire, de conformité. Donc ça va être tout ce qui est légal. Alors quand je dis légal, c'est pas forcément que les cookies, c'est éventuellement les pages de mention légale, de politique de confidentialité. Donc ça, c'est lié aux cookies et aux données qu'on récupère sur un site internet. Et toute la partie aussi un petit peu technique, mais ça c'est un peu plus protection, c'est via les technologies qui existent actuellement et ce que vous propose aussi soit la solution que vous avez utilisée, soit l'hébergeur, de protéger le site via notamment le HTTPS qu'on entend un peu partout, sans trop savoir ce que c'est. Moi, j'inclus dans la sécurité aussi les sauvegardes, parce que ça, c'est important. Ce qui se passe le plus souvent, c'est qu'un site plante, on n'a pas de sauvegarde, ou alors on a une sauvegarde qui remonte d'il y a plusieurs mois ou plusieurs jours. Et pour un site marchand, c'est pas envisageable du tout. Et je suppose qu'il y a aussi la mise à jour, quand on nous parle de maintenance dans les offres des prestataires, il y a aussi la mise à jour de ce qu'on appelle les plugins qu'on rajoute sur notre site web. Soit les plugins, soit des éventuels bouts de code ou des extensions. Enfin, je vais appeler ça des fonctionnalités, mais ça dépend du site internet. Mais ouais, je le mettrais dans performance et à la fois sécurité, parce que les mises à jour, ça inclut aussi parfois des correctifs. Donc déjà des correctifs de failles de sécurité,
ou des bugs. Donc ça peut jouer sur la performance aussi. Je pense notamment, parfois, il y a des extensions ou autres qui publient des mises à jour pour augmenter justement les performances. Oui. Il y a même parfois, il y a des éditeurs, que ce soit pour du code ou autre, qui améliorent aussi l'accessibilité. Donc là, ça rentre aussi dans la responsabilité. La mise à jour, elle peut jouer sur tout, en fait. Et c'est ça qui est bien. Après, ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est une réflexion sur, on va dire, la dissociation des différents types de mise à jour, à la fois de sécurité, de fonctionnalité, et ça, c'est en réflexion. Je pense notamment sur nos smartphones. Il y a des lois qui sont en train d'être un peu débattues pour essayer de les dissocier, pour justement un peu le côté responsable pour ceux qui n'ont pas forcément par exemple l'appareil qu'il faut, qu'ils puissent appliquer juste les mises à jour de sécurité et pas celles de fonctionnalité. Alors, on a une question intéressante qui est: quels sont les critères pour définir si on choisit de faire coder son site internet ou si on passe par des sites de type Shopify ou autre? Grosse question. On va l'aborder tout à l'heure en fait. Mais alors, ce qu'on vous propose, c'est que donc là, on a fait le classement, on ira un peu plus loin dans la présentation qu'on vous enverra, on complétera avec certains mots, on vous mettra dans une couleur différente. S'il y a des mots que vous n'avez pas forcément cités, c'est normal, puisque c'est l'objectif de l'atelier. Là, on va passer à la suite. Donc, on va vous poser une deuxième question à travers le chat. Selon vous, par quoi on commence quand on construit un site internet? Et après, on vous donnera les réponses. Bon, je pense que c'est pas mal. On a fait le tour de la question à peu près 2 minutes, c'est ça? Ok, merci pour vos réponses. Donc, on va alors, passer à la suite. On va vous montrer un petit peu par quoi on commence. Alors, évidemment, vous l'avez tous dit, on commence par ce qu'on veut faire. Donc, comprendre son client et puis quel est l'objectif final, finalement, la portée de son site, avant de se lancer tous azimuts dans la création d'un site web pour faire joli, parce que des fois, vous n'en avez peut-être pas forcément besoin. Donc, il faut que ça serve l'expérience utilisateur, vous l'avez dit. Donc, on a retrouvé objectif plusieurs fois, finalité. Évidemment, après, il vient le contenu. Donc, en amont, on benchmark, on définit son positionnement, c'est important. Ça fait plaisir de lire ce genre de commentaires, puisque j'ai déjà eu des clients qui font des sites web et qui réfléchissent après, finalement, à la portée. Donc, c'est bien que vous le voyez en amont, parce qu'après, derrière, ça présuppose des problématiques techniques. Donc, quand le prestataire n'a pas forcément la finalité, définir un cahier des charges, c'est un petit peu compliqué. Donc là, je vais laisser Quentin vous présenter, après avoir défini la finalité, comment on construit pas à pas, finalement, l'architecture d'un site web. Alors, premièrement, on va parler d'hébergement. Quand on parle d'hébergement, en général, c'est le nom de domaine. Le nom de domaine, c'est votre fameux nom .com, .fr, .x, X choses. Il en existe des tas. En fonction de votre... c'est votre cible, en fait. Soit vous allez partir sur du .com si c'est éventuellement l'international, ou du .fr si c'est qu'en France. À mon sens, il n'y a pas forcément de règles. Vous pouvez très bien partir sur du .com et ne parler qu'au français. Ce qui est mon cas d'ailleurs, mais le but aussi c'est de réserver, si possible, parce que c'est un budget aussi, le maximum d'extensions, c'est le fameux point, le point quelque chose, qui vous permet de protéger en fait votre nom d'entreprise, éventuellement votre nom de marque, si vous en avez une. Alors ça a un coût évidemment, j'imagine. Oui, en fait, un nom de domaine, c'est environ... pour les plus classiques, le fr.com, c'est à peu près entre 15 à 20 euros par an. C'est correct. Quand on en a une dizaine, ça commence à faire un budget. Sachant que parfois, il y a des domaines un peu précis, par exemple du .shop. Moi, dans mon cas, c'est un petit peu plus technique, mais c'est du .tech, .io. C'est des domaines qu'on retrouve assez souvent. Et mine de rien, ça peut aller jusqu'à 40 euros par an et tout ça. Donc, mis bout à bout, ça fait un petit budget quand même. Alors, quand on commence, forcément, pas forcément assez pour ça. Donc, il faut vraiment se consacrer, je pense, aux deux principaux. Ça va être .fr et .com, si c'est disponible, parce que ça peut arriver où c'est pas disponible. Et dans ce cas-là, soit on essaie de trouver un autre nom, soit on joue un peu sur les variantes avec des tirets, etc.
mais ça peut D'accord. te donner déjà un petit aperçu du coup à prévoir. Quand on parle d'hébergement, ça fait à la fois office de gros packs que vous allez voir et éventuellement aussi tout ce qui est stockage. Donc c'est pour ça que il faut quand même mettre les choses dans l'ordre. C'est un hébergement qui comprend à la fois le nom de domaine, qui permet de débloquer, enfin, c'est pas vraiment de débloquer, mais de faire un lien en fait entre votre nom de domaine et justement le serveur et donc du coup l'espace de stockage où on va mettre tous les fichiers web. D'accord. Ça c'est pour un site vraiment classique. Là je parle pas de solution bah, clé, clé en main ou des solutions où on vous propose de créer un site internet. En fait, vous allez voir que la partie nom de domaine en fait. Et éventuellement, le nom de domaine rattache aussi au mail. Donc ça vous permet de créer tout simplement vos boîtes mail. Alors, on a une petite question qui est intéressante, enfin, on en a deux. Ouais. Le choix de l'extension a-t-il une conséquence sur le référencement? Moi, je dirais que non. En tout cas, pour les plus communs. Après, je sais que pour les extensions un peu exotiques, ça pourrait jouer. Mais c'est pas peut-être plus dans le référencement, c'est peut-être plus dans la manière dont les clients ou vos prospects vont vous connaître et vont taper le site internet. C'est vrai que c'est beaucoup plus facile de taper .com que de taper un nom à rallonge. Donc pour moi, c'est ça. Pourquoi du .fr? Concrètement du .fr parce qu'en général en France, en fait chaque pays a son propre nom de domaine, donc en fait c'est plutôt pour viser local en fait. Mais on peut très bien utiliser un autre, il n'y a pas vraiment de règles à proprement parler. C'est juste, on va dire, une convention qui s'est installée, un peu comme les radios en fait. Je pense qu'il y a des radios, c'est un peu le même style de pensée. Parce que il y a plein de radios où c'est .fr, qu'il y en a c'est des points, je les connais pas par cœur, mais c'est par rapport au pays dans lequel elles sont. Et donc ensuite, après l'hébergement, Ensuite, après l'hébergement, donc ça veut dire qu'on a notre stockage, en fait, on a notre serveur, on va installer ou pas notre solution. Donc, quand je dis CMS, on en a parlé tout à l'heure, c'est notre fameux gestionnaire de contenu. Il en existe plusieurs. Les plus connus, c'est PrestaShop, WordPress, éventuellement Drupal, mais c'est un peu plus technique. Et des solutions du style Wix, Shopify. Il en existe plein d'autres. Hein. Et d'autres où éventuellement qui ne sont pas forcément reconnus, enfin en tout cas qui ne sont pas forcément populaires, mais d'autres où c'est des agences en fait tout simplement qui ont développé leur propre solution. Ouais. Et du coup qui les rendent publics. Et Ok. du coup, un site, il va se dissocier en plusieurs parties. On a d'abord la partie apparence, ou thème. Selon les sites, parfois, on appelle ça un thème. Donc, c'est, on va dire, une surcouche qu'on va installer sur le site pour avoir tout le côté design, etc. Ensuite, c'est un peu la même chose pour les extensions et les fonctionnalités. Je pense notamment au e-commerce, éventuellement la fonctionnalité de blog, où ça peut être aussi des fonctionnalités un petit peu plus poussées. Par exemple, des systèmes je pense notamment à des espaces membres pour des formations ou des systèmes de réservation avec des calendriers, etc. Éventuellement, on a le code sur mesure. Le code sur mesure, il peut à la fois couvrir les deux du dessus, soit il peut couvrir de lui-même une apparence ou une fonctionnalité. Je vais prendre un cas en fait précis aussi, c'est que par exemple, on a une extension ou un thème qui est installé sur notre site internet et on souhaite juste corriger ou changer une couleur ou quelque chose comme ça. Parfois, le thème propose des options de personnalisation, mais souvent c'est pas forcément complet ou on ne peut pas tout faire. Vient le code sur mesure qui permet de pallier à ça. Éventuellement, la partie contenu du coup là c'est vraiment votre partie, c'est le texte, les photos, les vidéos, etc. Donc tout le contenu multimédia et texte.
Donc là, sur le contenu, il faut certainement faire attention à la taille des contenus. On parle vraiment là de référencement. Ça peut jouer sur le référencement, oui. Et qu'il y a des quotas, des quotas à respecter de longueur de texte. Ça, c'est pareil, tous les experts de SEO se battent sur le nombre exact qu'il faut. En général, on nous parle de 500 et plus, d'autres ils vont nous dire 300 et plus, donc je pense que ça dépend. Moi, je suis dans l'optique de pas forcément avoir un site tout blanc, mais essayer de rendre le site beaucoup moins gras, en fait. Quand j'appelle le gras, c'est toutes les images, toutes les vidéos et tout le surplus qu'on pourrait ajouter sur un site pour vraiment être sobre, aller à l'essentiel. Je sais que c'est compliqué parce que Alors, on a envie que notre site soit joli. aussi, mais en fait, ce qu'on a tendance à penser, c'est qu'un site sobre ou un site, on va dire, écolo, pour faire plus vulgaire, soit c'est moche, soit c'est éventuellement moins cher ou plus cher, mais en fait, avec un site écolo, on peut très bien faire le boulot. Et en fait, tout se recoupe. Donc là, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au code sur mesure, c'est qu'on peut le faire à la fois sur du design pour faire des fonctionnalités, le e-commerce. On a aussi du code pour faire des ponts entre les différents services tiers sur votre site internet. Ça peut très bien être le fameux Google Analytics et le pixel Facebook, qui sont entre guillemets, des traceurs. C'est des outils qui vous permettent d'analyser un peu le trafic sur votre site internet et éventuellement la manière dont les utilisateurs naviguent sur votre site internet pour ensuite faire des statistiques et éventuellement après faire des pubs. Alors, j'ai une question par rapport à ça. Moi, ces outils-là, c'est pas forcément quelque chose que le commun des mortels aime forcément faire. On passe beaucoup de temps sur PC en période de Covid en plus. Donc, ces outils Google Analytics, Pixel, Facebook, on n'est pas tous très réseaux sociaux. Nous, en fait, on veut un site web. Et après, on nous dit tout le temps, il faut tracer, il faut améliorer, il faut être capable d'avoir des statistiques pour améliorer le trafic. Est-ce que c'est des outils faciles à utiliser? Facile, non. Clairement. Déjà, leur interface, elle est assez compliquée à prendre en main. Et en fait, tout simplement, c'est un métier. C'est comme les graphistes, c'est comme ceux qui s'occupent des réseaux sociaux. C'est un métier, ça demande du temps. Donc pour quelqu'un qui est tout seul, ça va être très très compliqué. Parce que déjà, ça va demander du temps d'apprentissage de ces plateformes. Aussi de comment on les met en place, parce qu'il y a des manières de les mettre en place à la fois sur le côté technique et à la fois sur le côté légal, parce que c'est là aussi qu'on rentre un peu toute la partie sécurité et de conformité. Il faut voir aussi la pertinence de ce que ça peut avoir, parce que c'est vrai que un prestataire ou autre peut vous le proposer d'office ou comme une obligation, alors qu'en fait, pas du tout. Vous pouvez très bien avoir un site sans tout ça. Alors forcément, c'est beaucoup plus compliqué de après analyser le site, pour essayer de l'améliorer ou pour changer des choses dessus. Mais en tout cas, sachez que c'est pas obligatoire et ça dépend de votre manière de penser et éventuellement votre objectif. Moi, je sais que j'ai des clients qui n'ont pas voulu le mettre, tout simplement parce que soit c'était des valeurs éthiques, soit parce que tout simplement, ils n'ont pas envie, pour le moment en tout cas, de se consacrer là-dessus. Par contre, ça peut être bien de le mettre en amont si, après c'est ça, il faut penser sur le long terme, parce que ils me disent non, mais si du jour au lendemain ils vont vouloir le faire, c'est qu'ils n'ont pas l'historique d'avant. Donc c'est quelque chose que je mets en garde quand même. Ça fait partie de la stratégie, de la finalité, voir à long terme comment son site peut éventuellement évoluer. Okay. Donc ensuite, on a quoi d'autre dans les ça ensuite vient le référencement. Le référencement, donc on connaît tous. La sécurité et ensuite les autres fonctionnalités. Donc quand je parle d'autres fonctionnalités, c'est tout ce que j'ai dit avant, donc c'est un peu tous les, par exemple, des espaces privés, espaces VIP, des calendriers, etc. Je pense que on a une question qui est qu'est-ce qu'un site écolo réellement? C'est vrai qu'écolo, c'est très très vulgaire. Normalement, c'est responsable. Un site responsable, c'est un site qui est sobre, qui consomme moins
en énergie, donc ça va être en gaz à effet de serre et éventuellement en eau. L'électricité n'est pas un critère. Et aussi, tout ce qui concerne l'accessibilité. Alors, accessibilité, c'est pas que pour les malvoyants, c'est aussi une façon de penser, éco-conception, qui permet de réfléchir à des manières dont les services vont être présentés et vont fonctionner. Par exemple, sur un site de réservation, on va envoyer un SMS plutôt qu'un mail pour essayer de toucher tout le monde, parce qu'on sait très bien qu'il y a des personnes qui sont pas du tout à l'aise avec l'informatique, donc un simple SMS, je pense que normalement la majorité des cas savent savent comment fonctionne un SMS et savent en recevoir, alors qu'un mail parfois c'est un petit peu plus compliqué. Puis souvent il faut aller se connecter sur un mail, aller cliquer sur un lien, on va télécharger quelque chose, donc c'est ça, c'est de simplifier au maximum et que ça touche le plus grand public. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un site, qu'en général, un site, c'est pas du tout accessible. Il manque plein de choses. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des malvoyants ou qui ont des problèmes visuels ou sonores aussi, qui vont avoir du mal à naviguer sur le site internet ou à l'utiliser tout simplement. Je pense notamment à Doctissimo. J'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps où il y a quelqu'un qui fait partie d'une association justement de malvoyants et tout ça, qui a dit que le site de Doctissimo n'était pas du tout accessible. Et du coup, je trouve pas ça normal, parce que c'est un site quand même assez gros, assez important. Je pense que tout le monde devrait y avoir accès, et c'est pas le cas. En tout cas, pas facilement. Et parfois, il y a des sites ou applications qui sont détournés. Je pense par exemple à Yuka ou ce genre de scan, qui sont utilisés pour scanner des produits ou parce que justement ils n'ont pas accès à d'autres outils ou d'autres informations permettant de découvrir les produits. Alors, il y a deux questions, je vais en prendre une. C'est en quoi un SMS serait plus écolo qu'un email? En fait, on ne parle pas forcément d'écologie, on parle plutôt de responsabilité au sens large et donc d'accessibilité, c'est-à-dire qu'un SMS, on part du principe qu'aujourd'hui les gens ont tous un téléphone, moi même mes grands-parents ont un téléphone très simple, mais ils reçoivent plus de SMS que d'emails. Donc du coup, quand tu consultes un site ou une information, que le site envoie un SMS, ça paraît plus simple. Et puis je pense que ça génère peut-être moins de data au niveau des serveurs. C'est ça. Ça consomme moins de ce côté-là. Après, le but, c'est pas vraiment de tout rétrograder. Encore une fois, il faut vraiment un juste milieu entre votre activité et éventuellement vos valeurs. Qu'est-ce que vous voulez faire aussi? Parce que il y a des systèmes qui, selon les outils que vous allez utiliser et les fonctionnalités, parfois ça va fonctionner que par mail et vous n'avez pas le choix. Donc à ce moment-là, oui, vous contraignez à ça. Mais je sais qu'il y a des systèmes ou des sites qui ont besoin de ça pour fonctionner. Je pense notamment justement à Doctissimo, c'est sûr que je vise les grands, mais une petite entreprise pourrait faire exactement la même chose à son échelle. C'est vraiment dans le but à notre échelle, à tous. Nous, en tant que développeurs, ce qu'on va faire, c'est réduire le code, parce que parfois, il y a du code qui est un peu à rallonge, ou essayer de le simplifier. Essayer aussi, après, dans l'éco-conception, là, c'est vraiment un grand tout qui va concerner à la fois votre métier et à la fois votre communication. Parce que c'est pareil, on parle très bien des sites internet, mais ça peut aller encore plus loin dans la manière dont vous allez prospecter sur les réseaux ou en vrai. Si on continue, donc ensuite, il y a quoi? Ensuite, une fois que le site il est posé, du moins en partie, on a la partie optimisation. Donc ça va être le après. Donc ça va être une optimisation du contenu, le revoir pour se fier justement soit au référencement, soit justement aux différents outils ou capteurs que vous avez par rapport au trafic, ou tout simplement une refonte du contenu, ça peut arriver aussi. Si jamais vous trouvez que votre contenu, au bout de X temps, il est plus valable ou vous avez fait des changements. Et vient après, en fait, les trois piliers. Donc, on a la responsabilité, comme je le disais, c'est des optimisations d'accessibilité, parce qu'on peut très bien démarrer sur un site
qui n'est pas accessible du tout. Et puis, bah, tiens, on se dit, bah, moi, pour X raisons, j'ai la plupart de mes clients ou de mes visiteurs qui sont à déficience sensorielle, donc je vais rendre mon site accessible pour que ce soit plus facile pour eux. Et après, on a la partie éco-conception et la partie performance avec la vitesse du site pour essayer de l'optimiser, on va le voir tout à l'heure, et la partie référencement. Donc ça, ce sont des critères. Je rebondis aussi un petit peu sur la question sur le SMS, plus écolo ou pas. Ces différents critères d'accessibilité, de vitesse, de protection, voire même demain peut-être de responsabilité environnementale, en tout cas enfin, d'impact, c'est des choses qui sont aujourd'hui potentiellement pénalisées par Google ou pour le référencement, parce que tout ça participe finalement à rendre un site plus visible. En fait, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de critères. Enfin, de toute façon, les algorithmes de Google et tout ça sont très très flous, mais en tout cas, pour l'instant, non, ça n'a pas de... Donc, sur la responsabilité, c'est pas le cas. Mais sur les autres critères, sur les autres critères, oui, parce que ça, c'est devenu vraiment maintenant une base. Je pense notamment aux sites HTTPS qui sont maintenant référencés, alors que les autres ne le sont moins ou plus. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que vu que tout est lié, une éco-conception, forcément, ça va jouer sur la vitesse et éventuellement sur le référencement. Alors, c'est un des avantages, mais il peut y en avoir d'autres. Mais par exemple, si votre site est accessible, vous attirez peut-être plus de monde, donc plus de trafic. Éventuellement, le référencement remonte. Pareil, si on parle d'éco-conception, votre site il est beaucoup plus allégé, beaucoup plus propre, et du coup, il se charge plus rapidement. Donc là, encore une fois, dans les algorithmes, vous remontez. Donc moi, si je peux juste faire un témoignage en quelques secondes, c'est vrai que notre premier site, on avait des vidéos dessus en thème, en arrière-plan, sur la page d'accueil, qui est la page la plus puissante. On l'a retiré, on a revu à la fois le texte, on a revu pas mal de choses. Et du coup, c'est vrai que le référencement, dans les statistiques qu'on a pu suivre, on a triplé la performance du site et donc l'impact pour l'utilisateur, à la fois en termes d'accessibilité, mais aussi en termes de visibilité pour nous. Après, tout ça, en fait, c'est un cycle. Donc, si par exemple, on refait son site internet ou qu'on change de solution, il faudra tout recommencer. Alors, tout recommencer, c'est un grand mot. Si vous reprenez une partie de vos contenus, etc., si vous n'avez pas forcément besoin de changer de nom de domaine. Mais ça peut arriver où j'ai des clients qui changent de nom de marque ou qui changent de nom de domaine et du coup, soit on doit migrer le site internet, soit on doit, sauf s'ils partent sur une autre solution, à ce moment-là, parfois, il faut redémarrer à zéro. Donc là, c'est embêtant. Oui, c'est surtout plus long et potentiellement plus cher aussi. Pour continuer un peu sur notre lancée de la performance, j'utilise plusieurs outils. Moi, j'en choisis deux et j'en utilise deux à titre personnel et professionnel pour mesurer la performance des sites. On a d'abord l'outil de Google PageSpeed Insights qui permet en gros de mesurer son site à la fois sur la partie mobile et à la fois sur ordinateur. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet outil, il est assez strict parce qu'il utilise, on va dire, des connexions assez faibles justement pour essayer de mesurer sur une faible connexion et aussi ça joue sur l'éco-conception, encore une fois, on y revient toujours, parce qu'en fait on n'a pas tous des connexions 4G, 5G, etc. Et le but c'est que si votre site il se charge très rapidement sur une petite connexion, ça veut dire que sur une grosse, forcément ça va aller encore plus vite. Et le but c'est justement si votre site est trop lourd et trop gros, il va mettre beaucoup de temps et forcément, ça impacte tout ça. À l'heure actuelle, ce test-là, vu qu'il vient de chez Google, on a tendance à penser, bon, je vais essayer de m'y contraindre parce que forcément, du jour au lendemain, il risque de rendre ça, on va dire, obligatoire pour le référencement. Il y a de fortes chances. Pour l'instant, il n'y a pas de... En tout cas, il n'y a pas de communiqué dessus, mais c'est à prévoir. Et je me dis, vu qu'il est plus strict, autant partir sur celui-là en premier. Et donc, en fait, ça se divise en deux. On a la partie mobile où il vous donne un score sur 100. Alors, pour être en vert, honnêtement,
il faut y aller. Il y a des solutions qui permettent d'y accéder assez rapidement, mais bon, après, il y a d'autres contraintes, on en parlera, je pense, tout à l'heure. Et je crois que pour le vert, il faut au moins être à 80. Donc, D'accord. à 80, non, je crois que c'est 90. Donc, c'est assez rude. Et en fait, le deuxième test, ça s'appelle GTmetrix. Avant, ils se basaient sur leur propre système de calcul. Maintenant, ils ont repris le système de Google, mais ils ont quand même un peu leur barème à eux. Alors, celui-là est beaucoup moins strict, mais il y a quand même quelques petites choses à prendre en compte. Mais de toute façon, on fera un test tout à l'heure. Et donc là, c'est sur 2 tableaux. C'est à la fois, alors le test, il est réalisé sur ordinateur. Et en fait, on a différents critères. On a le critère de performance et de structure, pour simplifier, parce qu'à la base, c'est anglais. Donc j'ai essayé de synthétiser et de vulgariser aussi pour qu'on comprenne. Donc la performance, ça va être vraiment, par exemple, attention, il y a trop d'images ou il y a vos images sont trop lourdes sur le site. Et la structure, c'est vraiment des données, plus sur l'hébergement, éventuellement aussi peut-être parfois un peu de code, plus sur les entêtes web en général, mais après ça devient, c'est plus l'aspect technique. Donc là, concrètement, les chiffres qu'on voit, c'est la moyenne des sites qu'on a audités. Voilà, c'est ça. Donc j'ai fait une moyenne, on a eu 4 sites, et du coup ça donne à peu près ce résultat-là. On voit clairement que de toute façon sur mobile, on a une moyenne assez basse, mais de moi, ce que je vois des sites internet, c'est à peu près la moyenne que je vois. Alors, en tout cas en rouge, le pourcentage, parce qu'après pour les temps de réponse, ça c'est vraiment la moyenne sur 4 sites, on a vraiment une toute petite marge de manœuvre. J'imagine que normalement, de toute façon, on le voit dans la vie de tous les jours, un site met quand même pas 8 secondes à charger, enfin, en tout cas pas tous, et sur ordinateur c'est beaucoup plus rapide. Donc là, si on faisait un test en live. Ouais, on va demander à un volontaire. Est-ce qu'il y a l'un de vous qui voudrait, le premier qui pose son site web dans le chat sera celui qui sera le volontaire. Et donc là, on va faire le deuxième qu'on a vu là, la maison coma2j.com. Bon, là, je suis sur PageSpeed Insight. Ce qu'il faut savoir, c'est que parfois, quand on lance la première fois un test, il n'est pas forcément bon. Parce que si votre site utilise ou si votre hébergeur utilise ce qu'on appelle des systèmes de cache, donc c'est un cache, c'est en gros, on va prévoir ce que les internautes vont demander et éventuellement précharger des pages en avance. C'est pour ça que je préfère le lancer plusieurs fois pour vraiment avoir un résultat assez proche de la réalité. Alors, je ne sais pas sur quoi il tourne par contre, mais en tout cas, on a plutôt un bon score sur mobile parce qu'en général, moi, la moyenne que je vois, c'est moins de 40, voire vraiment moins de 30, voire moins 20, en dessous de 20. Donc, c'est assez bon. Donc là, il vous donne les jauges. On a mobile et ordinateur ici. Ordinateur, on a 92, c'est très bien. Et après, on a plusieurs indicateurs de vitesse. Moi, ce que je prends en général, c'est celui-là parce que c'est le plus global. En fait, il y a plusieurs critères de vitesse parce qu'il va analyser le chargement des différents éléments sur la page. Ça peut être... En fait, il y a plusieurs, on va dire, types de chargement. Il y a par exemple le chargement juste du code, le chargement éventuellement des services tiers, et un chargement total. Donc moi je prends un peu l'entre-deux. Et là du coup en fait ce qui est bien avec cet outil-là, donc déjà il est en français, on va pas se le cacher parce que tous les outils sont en anglais, mais celui-là ça va, il est en français. Donc il est à la portée de tous. Il va vous donner des indications. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les secondes ici, c'est à titre indicatif. Parce que forcément, si on rajoute les 2 secondes plus 1, on n'arrive pas forcément au 5 ni au 4. Donc, ce qu'il faut voir, c'est, premièrement, essayer de corriger tout ce qui est en rouge. Parce qu'après, ce qui est en jaune, parfois, ça dépend. Et parfois, on n'a pas la main dessus, par rapport soit à votre solution,
soit parce que moi j'ai eu des faux positifs, c'est-à-dire qu'il me dit qu'il faut que je supprime quelque chose qui n'est pas utilisé, alors qu'en fait si. Donc c'est un peu prendre avec des pincettes. Par contre, là, du coup, ce qu'on a, c'est qu'on a éliminé les ressources qui bloquent le contenu. Là, je vois que c'est du WordPress. Euh, Ça va être des fichiers, alors soit style, soit script. Donc, ça fait partie soit de votre thème, soit des applications ou des extensions que vous avez installées en plus, qui vont être chargées et qui n'ont pas forcément besoin d'être là, ou qui en fait ont besoin d'être chargées avant que le site soit opérationnel, alors qu'en fait, ça peut très bien se faire après. Donc ça, après, c'est de la gestion de fichiers et d'éléments web qui peuvent être chargés avant ou après, selon ce qu'on a besoin. Et le mieux, c'est de, si possible, mettre le tout après, à la fin. Pour qu'il charge vraiment le minimum syndical et que du coup, ça accélère le temps de chargement. Et ensuite, après, ça charge les petits à côté. Donc en général, c'est plus le visuel d'abord et on va dire les traitements après. Donc ça, cet outil, par exemple, est-ce qu'on peut l'utiliser soi-même et derrière faire nos corrections nous-mêmes, ou est-ce qu'on a besoin de quelqu'un quand même pour pas faire de bêtises? En fait, là, ça va dépendre de la solution et des problèmes qu'ils rencontrent. Par exemple, pour ce genre de choses-là, pour éliminer en fait les ressources bloquantes, les ressources inutilisées ou il y a d'autres critères, mais un peu tout ce qui touche aux fichiers web, il y a deux choses. Soit vous n'avez pas la main dessus parce que vous êtes sur une solution dite propriétaire, donc Wix et tout ça, soit peut-être qu'ils le proposent, enfin, ils vont pas vous le dire cash qui vous proposent ça, mais qui proposent des offres ou des petits outils supplémentaires, mais par contre parfois c'est peut-être dans des forfaits en plus, pour essayer d'améliorer un peu la vitesse de chargement. Parfois, aussi pareil, de toute façon tout dépend de votre solution. En général, ce qui pose problème, c'est les images. Les images qui sont trop lourdes, qui sont trop grandes. Donc ça, il vous le dit. Par exemple, là, on a diffuser les images au format nouvelle génération. En gros, ça, c'est parce qu'il y a un nouveau format qui existe et qui va se démocratiser sur tous les navigateurs. Ça s'appelle le format WebP. Je pense qu'on connaît tous, ou du moins en partie. Il y a différents formats d'images. On a le JPEG, JPG, comme on peut voir ici, et éventuellement du PNG. Le PNG, c'est beaucoup plus lourd parce qu'en fait, ça gère aussi la transparence. Je parle notamment pour des logos. Le JPG, c'est des images classiques. Et ce qu'on a tendance à faire sur son site internet, c'est qu'on n'optimise pas la photo avant de la mettre sur le site. Et du coup, si on n'a pas de système sur son site internet, ou si notre solution ne propose pas de soit d'héberger ces photos et de les optimiser après, on arrive avec une photo super géante ou alors super lourde. Alors certes, elle est de bonne qualité, mais elle met du temps à s'afficher. Et je pense que tout le monde l'a vu sur un site internet qui charge une photo et qui est super longue à charger. Ça fait comme ça. Oui. Et ça charge. Par touche. C'est ça. Et quand on en a plusieurs sur un site internet, on n'a qu'une envie, c'est alors soit de partir, soit de changer de page. Donc c'est pas forcément agréable. Je pense avoir fait le tour en tout cas pour ces points, en tout cas en rouge. Alors là, je me suis consacré sur mobile, mais en général sur mobile, il y a beaucoup plus de choses. Si on optimise sur mobile, on peut avoir qu'un meilleur score sur ordinateur. Alors là, je vois juste un petit truc, c'est réduire le temps de réponse initial du serveur. C'est-à-dire qu'il a mis du temps à contacter le serveur ou l'hébergement. Ça peut être par deux choses, soit c'est votre hébergement ou votre hébergeur qui est un peu lent, soit il y a éventuellement peut-être des redirections, parce que là, potentiellement, j'ai noté HTTPS, mais si par exemple c'est redirigé vers du 3w. Le nom de domaine, il y a peut-être une petite redirection qui est faite et du coup, ça peut prendre un peu plus de temps. Autre problème qui peut arriver aussi, c'est éventuellement, alors je parle sur WordPress, mais je pense qu'il doit y avoir aussi ça sur d'autres CMS ou d'autres types de solutions. C'est sur WordPress, il existe un plugin qui en fait transforme votre site HTTP en HTTPS. Et ça, en fait, c'est un faux ami et ça rallonge en fait le temps de chargement. Il faut surtout pas l'installer. Okay. Il en existe plusieurs, mais en fait,
le passage HTTP vers HTTPS, on peut le faire soi-même et c'est gratuit. Alors, Ok. ça demande un peu plus de technique forcément, mais en tout cas, on peut le faire assez facilement. En tout cas, pour un site qui vient d'être créé ou qui est en cours de création, un site qui est déjà créé depuis un petit moment et qui veut passer en HTTPS, il y a quelques manips à faire quand même. Alors, est-ce qu'il y a déjà des questions Alors, sur ce il y a test-là? une question qui est Sur ce quelle est la type. différence entre HTTP et HTTPS, justement? Alors, le HTTP, en gros, c'est une connexion qui n'est pas sécurisée. C'est-à-dire que je vais pas le montrer là comme ça, mais en gros, je vais dans la console du navigateur et je peux intercepter en gros la requête qui a été faite sur le site. Je ne sais pas si c'est assez parlant, mais en gros, je vais pouvoir récupérer les données qui transitent d'une page à une autre, ou sur une page, si je m'interpose entre les deux. Le HTTPS, il rajoute une couche de sécurité qui permet de chiffrer, on va dire, ce qu'on appelle les entêtes web, ou les entêtes HTTP, et qui permet de protéger un peu tout ça. Après, il y a une question. Alors, il y a deux choses. Où héberger les photos directement chez l'hébergeur? Alors en fait, ça dépend de ce que vous utilisez comme solution. Parce qu'en général, si c'est un CMS ou autre, vous avez de toute façon, quand vous mettez vos sites, enfin quand vous mettez vos contenus à jour, vous avez une simple bibliothèque, etc. Donc vous mettez vos images dessus, ou alors quand il vous demande de parcourir sur votre ordinateur pour récupérer la photo, vous la choisissez. Donc au minima, essayez de l'optimiser avant. Et parfois, après, soit la solution va se charger de lui appliquer des optimisations, soit c'est à vous de le faire après, je pense sur WordPress, parce que par défaut, il n'y a pas ça. Donc, il faut une extension en plus. Et si vous avez un site que vous avez fait vous-même avec du code, là, du coup, c'est à vous de mettre l'image sur le serveur, en gros. Donc Ok, on va avancer, De toute façon, vous aurez la présentation et dedans, oui, il y aura certainement un tuto pour créer soi-même vers le HTTPS, même si quand même, moi, personnellement, je recommande de passer par quelqu'un. On a voulu le faire, nous, pour notre site, où on est quand même prestataire de service, et on s'est planté. On ne sait pas faire, on ne peut pas être expert de tout. Alors, donc, ce qui peut arriver si c'est mal fait, c'est qu'en fait, il y a des liens qui vont soit sauter, ça va être embêtant, soit il y a des images ou des contenus qui vont encore être sur du HTTP, et du coup, après, vous avez un petit avertissement en haut, un petit triangle ou autre, qui vous dit attention, ce site n'est pas sécurisé, ou alors du contenu n'est pas sécurisé. Bon, alors du coup, on arrive sur la fin de l'atelier. On a encore quelques éléments à vous donner, évidemment. Donc là, pour résumer, c'est pour ça qu'on a choisi ce visuel. C'est que dans le petit tour de table qu'on a fait tout à l'heure, donc il y a beaucoup de choses que vous connaissez, nom de domaine, design, c'est un peu les choses qu'on voit de la face immergée de l'iceberg. Et puis il y a plein de choses qui sont en dessous. Et plus on descend, plus c'est compliqué. Alors c'est pas pour vous faire peur, mais voilà, faire un site web, c'est plus la même chose que dans les années avant 2000. Hein. Je me souviens quand je faisais des sites en tant qu'étudiant, c'était pas la même chose. C'était pas très joli non plus. Donc il y a beaucoup de choses, notamment le RGPD, ça devient de plus en plus. Il y a beaucoup d'amendes, donc c'est des choses à pas forcément connaître en tant qu'expert évidemment, mais à pouvoir appréhender. On vous fait une petite boîte à outils. Ça reprend des choses que vous connaissez déjà, que vous nous avez dites. La première chose, c'est de définir l'objectif et la portée de votre site. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quel type de site vous voulez. Est-ce que c'est juste informatif? Est-ce que c'est juste un blog? Est-ce que c'est de la vente en ligne ou autre? Donc ça, c'est des choses à bien être au clair au démarrage. Aussi pour pouvoir choisir après demain le bon prestataire qui vous accompagnera ou pour le faire vous-même. Déterminer votre niveau d'implication, ça c'est important. Je sais que nous, par exemple, si je vous fais un retour d'expérience, on a voulu le faire seul. On a commencé seul, on a fait des choses qui étaient bien, et puis on s'est planté sur d'autres choses, qui fait que on n'avait pas les résultats attendus par rapport à la cible qu'on visait. Donc il y avait une déconnexion entre l'objectif finalement et l'implication qu'on y a mise. Et finalement, on a délégué une partie à Quentin ou à d'autres personnes avant Quentin. Donc ça a généré un surcoût, évidemment. Ça, faut y penser. Ensuite, il faut que vous déterminiez un budget, puisque quand vous allez acheter ou consulter, il faut quand même se fixer une limite. Un site à 100 €, vous n'aurez jamais la même chose qu'un site, vulgairement parlant, je sais pas, à 1 200 €. Tout dépend ce qu'il y a dedans, il n'y a pas que le prix. Voir le niveau de qualité attendu.
donc avec les différents critères qu'on a évoqués. Un vrai conseil, il faut rédiger un cahier des charges. Alors, je sais que souvent on fonctionne par email, mais je pense que c'est important vraiment de poser les différentes étapes. Avec cette présentation, on espère que ça pourra vous aider à un peu structurer pour ceux qui ont besoin de créer ou de restructurer un site web, pour challenger aussi votre prestataire. Donc, vous pouvez soit le rédiger vous-même, donc les fonctionnalités, on va dire, que vous attendez, en prenant en compte tout ce qui est sécurité et autres. Et puis, ça vous permettra ensuite de lancer un appel d'offres. Alors, je sais que dans l'équipe, il y a Antoine qui est acheteur chez ANA. Je ne suis pas spécialiste moi des achats, mais en tout cas, le principe pour lancer un appel d'offres, c'est qu'il faut consulter plusieurs fournisseurs. Ce qui est important, c'est de demander une décomposition du prix. Puisque quand vous avez un devis avec un forfait global, méfiez-vous. Je pense qu'il faut que vous demandiez plus de détails sur les fonctionnalités. Moi, j'ai pu accompagner une entreprise martiniquaise qui travaille dans le BTP, qui a eu plusieurs devis, dont certains mettaient un forfait global et on ne savait pas ce qu'il y avait dedans. Voilà. Donc ça, c'est notre premier conseil. Pour suivre un petit peu dans le sens du cahier des charges, il faut imposer la sécurité obligatoirement, parce que ça devient quelque chose d'obligatoire, de toute façon, et tous ne pensent pas, ou du moins ne pratiquent pas la même chose. Donc, dans la même optique que de tout feuilleter, si un prestataire vous propose de la sécurité, c'est bien beau, mais qu'est-ce que tu vas faire dedans? Donc, du coup, ce qu'il faut penser, c'est éventuellement le HTTPS, ça c'est obligatoire, et tout ce qui est protection, donc antivirus, pare-feu, etc. Forcément, ça va dépendre de la solution. Il y a des plateformes qui le font ou qui l'intègrent, voilà. Après, ils ne sont pas forcément tous explicites sur ça, mais en général, si c'est des plateformes assez connues, je pense à du Wix et autres, hein, qui sont propriétaires de leur code, etc., leur but, c'est quand même de protéger un minimum, parce que si un site plante, ça veut dire que tous les autres plantent. C'est pas dans leur intérêt. On a le RGPD, donc c'est le Règlement général sur la protection des données, donc c'est tout ce qui va couvrir le consentement à la fois des cookies, mais à la fois aussi de la transmission des données de vos utilisateurs vers votre entreprise. C'est la manière dont comment vous allez gérer ces données récupérées, comment vous allez les stocker, à quel but, et aussi vous les sauvegardez et vous pouvez les restaurer ou les supprimer. En fait, c'est plutôt les droits après que a la personne sur ces données-là. Parce que rien de plus embêtant de s'inscrire sur un site et au final ne pas pouvoir se désinscrire, par exemple. On est obligé de contacter le service client ou autre. Et ça, du coup, côté RGPD, je suis sûr qu'il y a des choses à dire là-dessus. Ensuite, on a les cookies, donc c'est les fameux traceurs et les cookies. Pour rappel, la CNIL, elle a repoussé, on va dire, la conformité traceurs et cookies jusqu'à fin mars 2021. C'est pour demain, en fait. Donc, il faut faire attention là-dessus. On pourra peut-être parler des cookies dans les questions si jamais il y a des questions là-dessus. Éventuellement, vérifier les spams, parce que parfois, il y a des formulaires qui ne sont pas sécurisés et du coup, on reçoit du spam sur du Viagra, etc. On ne va pas se le cacher, on en a tous eu. Ou des demandes parfois peut-être un petit peu spécifiques ou des tentatives de piratage. En fait, on va essayer de se faire passer pour quelqu'un de l'entreprise pour que un des plus hauts clique ou ouvre un document vérolé et ensuite après c'est le début de tout plein de soucis. Et après c'est tout ce qui est sauvegarde. Ça, je le répéterai jamais assez, c'est important. Ensuite vient la maintenance. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que pour faire fonctionner votre site web, vous avez besoin d'un certain nombre de logiciels et de technologies qui est utilisées pour le faire fonctionner. Il y a des différentes versions qui sortent tous les X années, c'est normal, et ça permet de bénéficier de sécurité et de performance supplémentaires. Le problème, c'est que parfois, soit votre solution, soit certaines briques ne seront pas compatibles avec cette dernière version. Donc, c'est là qu'il y a aussi un processus de redéveloppement d'une fonctionnalité ou d'une partie pour essayer de suivre un petit peu le mouvement, parce que ça évolue très vite. En général, c'est quand même quelques années, mais bon, dans la technologie, ça avance très très vite. Et si on ne fait pas attention à ça, ça peut casser un site, ou du moins une fonctionnalité ou une partie. Donc, il faut s'enseigner sur les mises à jour, sur comment le prestataire, alors vous,
comment vous allez gérer ça. Est-ce qu'il y a un ordre? Est-ce qu'il y a une fréquence particulière? Moi, ce que je recommande par exemple sur WordPress, c'est que vu qu'il y a des mises à jour quasiment tous les jours, on ne va pas s'amuser à mettre un site à jour à chaque fois. Donc, c'est éventuellement de le faire une fois par mois. Alors, je pense notamment pour quelqu'un qui le fait de lui-même. Si c'est du code vraiment fait par un développeur et tout ça, c'est pareil. C'est bien beau de livrer le site, mais alors vous, si en plus vous ne savez pas coder, vous ne mettrez jamais le site à jour. Ça peut être à vos risques et périls, quoi. C'est pareil, il faut demander à quelle fréquence, comment éventuellement il le fait, et surtout à quel prix, parce que ça va avoir un prix supplémentaire par rapport à la prestation, si c'est pas inclus. Il y a plusieurs types de maintenance, ça peut être à crédit, par exemple vous avez une intervention par mois ou un nombre de crédits. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je dissocie la maintenance et le support, parce que pour moi, c'est pas pareil. Le support, c'est vraiment dans des interventions pour dépanner, alors qu'une maintenance, c'est vraiment sur la durée, et c'est vraiment que la partie de mise à jour, en gros. Ça, c'est pareil, hein. Encore une fois, soit vous le faites vous-même, soit vous le déchargez. C'est une veille sur les différentes technos utilisées et les mises à jour, pour voir si tout est bien compatible entre eux. Et donc ensuite, il faut que le script soit évolutif. C'est ça, il faut penser, si possible, en amont, à qu'est-ce que vous allez faire sur votre site internet. Est-ce que vous allez, ce qui peut arriver, hein, de commencer par un site vitrine qui va évoluer dans X temps vers une boutique ou autre. Moi, j'ai le cas souvent, en fait, où on démarre sur un site vitrine et ensuite, après, on évolue. Donc, il faut quand même prévoir, ou en tout cas, moi, en tant que prestataire, avoir en tête que un site, ça bouge. Donc, du coup, de prévoir quand même au moins une petite évolutivité. Sur le niveau de dépendance, c'est bien choisir son prestataire. J'ai eu le cas d'une cliente qui avait fait un choix de que du code et qui après nous a consulté pour différents sujets et on s'est aperçu qu'elle ne maîtrisait pas le code puisque c'est pas son domaine. Le prestataire a mis la clé sous la porte et du coup, elle n'avait plus les accès. Donc, il a fallu qu'on contacte quand même la personne. On a beaucoup galéré et du coup, on a pu reconstruire derrière avec un autre prestataire sur, on va dire, une autre manière de faire, on va dire, son site web, récupérer les contenus. Mais du coup, voilà, elle était dépendante à 100% d'un prestataire et qui était un indépendant, qui malheureusement n'a pas pu suivre l'évolution du site web et assurer la maintenance, l'évolution sur les années, etc. Donc ça, c'est des choses à bien prendre en compte. Donc juste là ici, c'est les points de vigilance que j'ai voulu mettre en avant. Pourquoi? Parce que nous, en tant que société de conseil, on le constate chez bon nombre de clients petits et gros. On a voulu résumer en 6 points vraiment les risques. Alors on dit points de vigilance, mais moi j'appelle ça vraiment des risques. Donc faire attention à l'identité et l'évolutivité, on en a parlé. Donc en fonction du design, vous allez avoir des impossibilités d'évolution de votre modèle. Donc ce que disait Quentin à l'instant. La sécurisation de vos données. Typiquement, la cliente dont je vous parlais, l'espace administrateur, il n'y avait pas accès. Les identifiants, au bout d'un moment, les avaient perdus. Ça s'était fait voler également. Donc voilà. La conformité au RGPD, ça c'est quelque chose qui est en train de grandir, évidemment. Il y a de plus en plus d'amendes, on tape sur les gros aujourd'hui, mais petit à petit, vous vous doutez bien qu'une fois que Carrefour, Uber Eats auront sorti le chéquier, forcément on ira chercher de plus en plus les petits. Donc bon, nous en tant que petits porteurs, c'est pas encore le cas, mais ça viendra forcément dans les années, et ce sera certainement des critères de plus en plus demandés. Je sais qu'il y a des cabinets de conseil qui surfent beaucoup sur le RGPD, toujours prendre ça avec des pincettes. Ensuite, il y a les niveaux de performance. Donc ça a un impact vraiment pour le client, comme on l'a dit. Hein. Voilà, un site qui est lent, un site qui a des photos trop lourdes, c'est des choses à regarder. Et donc moi, je conseille personnellement de regarder avec des prestataires qui vous font un audit, un peu comme on a fait, ou alors vous pouvez utiliser les outils qu'on vous a donnés pour essayer de comprendre par vous-même. C'est toujours important de comprendre par soi-même, je pense, pour après choisir un prestataire. Plutôt que de déléguer, à mon avis, à 100% sans comprendre. C'est vraiment le conseil que je vous donne. Le 5e point, c'est la transparence sur le coût. Là, il faut vraiment que quand on vous fait un devis complet, c'est partout pareil, pour tout d'appel d'offres, il faut qu'il y ait un détail. Vraiment, avec ce que ça inclut, ce que ça n'inclut pas surtout. Ça, c'est très important, ce que ça n'inclut pas. Parce qu'on a tendance à penser que c'est inclus ou qu'on va
on va Exactement. le faire et en fait... Donc vraiment définir les limites de prestation, c'est pas évident, c'est pour ça qu'on m'a mis qu'il fallait peut-être des fois se faire accompagner sur la rédaction d'un cahier des charges. Nous c'est typiquement ce qu'on a pu faire pour certains clients. Et le dernier point, c'est vous permettre d'être autonome. C'est-à-dire que le jour où vous voulez changer aussi quand même de prestataire, il faut être capable de comprendre un minima comment fonctionne votre espace administrateur. Le jargon, pas d'être expert technique, mais d'avoir un minimum d'autonomie pour réexpliquer à quelqu'un que vous embauchez et qui reprendrait éventuellement le management de votre site web et des réseaux sociaux, etc. Voilà, donc ça demande un petit peu de formation. C'est pour ça que nous, notre cabinet, on a un seul mot aussi. On dit que la qualité, il faut la faire bien dès le début. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est pas évident, ça prend peut-être plus de temps, mais il vaut mieux le prendre, bien réfléchir aux évolutions, aux coûts, au budget, à bien vous entourer, plutôt que de foncer tête baissée. On est sur la fin, voilà. Voilà, ok. Vous envoyez ça, là c'était la boîte à outils, les 3 dernières slides. On espère que vous avez un peu perçu tout ce qui peut se cacher derrière un site web. L'idée n'était pas de vous faire peur, mais de vous sensibiliser aux offres que vous pouvez avoir à droite et à gauche, à moindre coût. Là, si je prends quelques questions. Ouais, il y a des questions qui tombent. Voilà. Alors, il y en a une qui est intéressante. Peux-tu préciser en quoi consiste la conformité traceur et cookies? Alors, en gros, ça va être tout ce qui est bannière de cookies et vraiment dans la partie du consentement. C'est-à-dire que autant le RGPD, c'est vraiment sur toute la partie entreprise et la manière dont on s'occupe et gère les données. Là, c'est vraiment sur la partie cookies et traceurs qu'on peut utiliser sur un site internet. Quand je parle de traceurs, ça peut être Google Analytics, les pixels Facebook, parce que forcément ça insère des cookies et en tant que consommateur, on a le droit ou pas d'accepter ou pas ça. Et le but, c'est d'avoir un consentement déjà qui est vraiment réalisé, parce que parfois c'est pas le cas, d'avoir un consentement qui doit être clair, qui doit dire qu'est-ce que vous acceptez, à quoi ça va servir. Il y a plein de sites où en fait les bannières de cookies c'est juste OK ou autorisé ou refusé, alors qu'en fait on ne sait pas ce qu'il y a derrière. On a une autre question qui est intéressante. Votre avis sur un site en location avec abonnement? Sur un très très court terme, je pense que pour un lancement ou potentiellement pour ceux qui font des campagnes de financement participatif, je pense que ça peut être bien de se lancer là-dessus parce que ça coûte pas cher et en général, on a juste besoin d'une petite page de présentation. Ou éventuellement, si votre site il n'est pas trop compliqué, si c'est juste un petit site vitrine ou ce qu'on appelle un site one page qui a juste une page avec juste quelques rubriques. Ça, je pense que ça peut le faire. Pour un site un petit peu plus complexe, là par contre, c'est bien de partir en fonction du budget forcément sur les plateformes ou de le faire vous-même. Il y a des avantages et des inconvénients pour les deux. Pour les plateformes en fait qui le font pour vous, c'est que vous n'êtes pas, enfin en tout cas les avantages c'est que c'est beaucoup plus facile à prendre en main. Éventuellement les performances peut-être, vu que c'est mutualisé en général, elles sont plutôt bonnes. Maintenant en termes de contraintes, vous n'êtes pas prioritaire de votre code, donc c'est l'entreprise qui a tout, et même les données d'ailleurs. Et aussi en termes de, c'est la personnalisation pardon, où en fait vous êtes plutôt limité. Concrètement, vu que c'est propriétaire, vous ne pouvez pas déposer de code, ou très peu du moins. Je pense que du code visuel c'est peut-être possible selon certains, mais d'autres c'est pas possible du tout. Vous allez être bloqué. Et parfois, ceux qui sont les plateformes de ce type-là, en fait, ça propose une boutique avec tout plein de fonctionnalités dedans, et forcément, ça fait un coût supplémentaire. Donc, en fait, vous partez dans l'idée que vous allez dépenser 20 à 30 euros par mois, et en fait, vous vous retrouvez avec peut-être 50, voire 100 euros par mois, parce que vous avez telle ou telle fonctionnalité en plus, alors qu'en fait, si vous l'avez fait d'une autre manière, ou en utilisant peut-être un CMS, ça vous aurait coûté peut-être moins cher. Moi, j'ai des personnes qui sont venues avec déjà un site sur ces plateformes-là et qui m'ont dit « je ne peux pas faire ce que je veux, donc du coup, je dois tout décaler et forcément, je repaye un autre site en fait. » Si je souhaite faire toute seule mon site, en gros, quel est le meilleur? Squarespace, Wix ou WordPress? En fait, ça dépend de votre
apprentissage, parce que ces 3 plateformes ont un fonctionnement différent, même si le but est le même. Donc, je pense qu'il faut d'abord tester. Si vous avez la possibilité de tester avec un compte gratuit ou une offre gratuite, je pense que ça peut être intéressant parce qu'en fait, ça va être en fonction de vous et aussi en fonction de ce que vous voulez faire. Est-ce que tu as un hébergeur à conseiller pour un site e-commerce? Alors, en général, on les décrit, je dirais OVH. Alors, OVH, leur service client, il est déplorable, je dois le dire, mais ça dépend de si on va faire appel à un prestataire ou pas, ou si on va avoir besoin de les contacter. En général, on les contacte que quand il y a des problèmes, et pour la mise en place, normalement, ça devrait le faire. Moi, en tout cas, j'ai essayé plusieurs hébergements, et je sais que chez OVH, pour une boutique en ligne, c'était beaucoup plus stable que d'autres. Il y a une question, pouvez-vous expliquer comment on intègre quel module de vente sur les sites blog au départ et qui évolue? Ça va dépendre de la solution. Si on est sur du WordPress, tout simplement, blog à la base, il est prévu pour, donc il n'y a rien à installer. Pour une boutique, vous avez le plugin WooCommerce qui permet de faire des boutiques. Pour d'autres solutions, franchement, ça va dépendre. Je pense qu'ils ont tout prévu là-dessus. Si c'est sur du Shopify, par exemple, c'est leur cœur de métier. Donc, Margot qui me dit « J'ai du mal à comprendre la différence entre le CMS et d'autres hébergeurs. » Alors, il ne faut pas confondre CMS et hébergeur. CMS, c'est un logiciel. C'est quelque chose que vous allez installer sur justement votre hébergeur. La partie hébergeur, c'est de l'infrastructure en fait. Et le CMS et les autres solutions, si c'est développé avec du code, c'est quelque chose qu'on vient mettre dessus. C'est l'interface visuelle en fait. C'est oui, le logiciel qui va permettre de construire son voilà, site web avec ses différents, ses différents headers, les différentes pages, la construction d'articles, tout ce qui est contenu, c'est ça. Et puis on a besoin en fait pour protéger son site et autres. Ouais. Et on a besoin d'un hébergeur justement pour faire fonctionner ça. Donc c'est vraiment 2 choses différentes. Quel est le prix que tu estimes pour un bon site carte de visite vitrine? Vous aurez tous les prix en fait. Et c'est ça qui est très très compliqué pour nous prestataires, c'est de donner un prix sur un site internet parce que ça va dépendre de ce que la personne veut et éventuellement on peut faire des forfaits. Mais en général ça dépasse toujours un petit peu parce qu'il y a, vu que chaque projet est différent. En tout cas, ce que je peux donner, c'est des espèces de fourchettes. Moi, j'estime qu'un site vitrine, pour quelque chose de vraiment complet et de qualitatif, et de sur-mesure surtout, c'est dans les 1 500 € à 2 000 € minimum. Et je sais qu'il y a des agences, alors certes, c'est pas des micro-entrepreneurs comme moi qui sont tout seuls, ils ont d'autres salariés, mais ça peut aller dans les 10 000, 20 000 €. Et parfois, la qualité et le site ne vaut rien du tout. Comment se rendre compte que la qualité des sites qu'il aura déjà créés ou tout simplement du sérieux du prestataire pour faire une présélection en amont avant d'arriver à l'étape de devis? Tout simplement lui demander s'il a un portfolio, s'il y a des créations qui ont déjà été faites. Éventuellement, ce que vous pouvez faire en fait avec les outils de performance qu'on vous a livrés, vous pouvez très bien tester tout et n'importe quel site. Donc, éventuellement, voir un petit peu ce que ça donne. Attention, c'est pas parce qu'un site est mauvais dans les scores, c'est peut-être parce qu'il n'a pas eu le temps de travailler dessus. Peut-être que tout simplement la demande n'a pas été faite par rapport à son client. Donc voilà, je mets quand même quelques petites notes, mais ça peut se faire. Je pense que c'est vrai que parfois, il y a des prestataires, je pense à des freelances, par exemple, qui n'ont pas de portfolio, donc il faut leur demander. Voilà, merci Quentin. Alors je ne sais pas si on a répondu à toutes les questions, en tout cas on les a listées. Donc celles pour lesquelles on n'aura pas forcément répondu, on vous les mettra de toute façon dans la présentation à la fin. Donc voilà, donc si vous voulez nous contacter, on vous a mis les coordonnées également à la fin, vous n'hésitez pas, on pourra répondre à vos questions par email, principalement par email parce qu'en ce moment c'est un peu compliqué par téléphone. Mais on espère qu'on vous a donné des clés intéressantes de lecture, quelques outils, quelques réponses à des questions que vous vous posiez depuis peut-être un certain temps. Merci beaucoup, oui Thomas. Merci beaucoup Quentin. Merci.
N'hésitez pas à échanger en off, évidemment, avec nos deux intervenants. Vous avez leurs coordonnées. Si vous avez des petites précisions, des questionnements qui sont plus individuels et qui, effectivement, peuvent prendre plus de temps, voilà, ils sont à votre disposition pour échanger avec vous. Merci à tous, en tout cas, d'avoir assisté à cet atelier.